Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. La matinée avance et se retrouve à notre deuxième table. À ma droite, Patrick Barriot. À ma gauche, Nicolas Bendrien et Natacha Vellut. Cher Patrick, c'est la troisième fois que vous venez au Liban. Il faudrait y élire domicile. Dès le départ, vous vous êtes engagé dans la bataille de la reconnaissance, ou plutôt de la naissance, devrais-je dire. À nos côtés, vous n'avez ménagé ni vos talents d'orateur, ni ceux du médiateur que vous avez été et que vous continuez à être. Vous nous avez dirigés dans les méandres politiques du champ, et nous sommes toujours très honorés de vous accueillir et très heureux de vous compter parmi les amis du FCLL. Vous êtes psychiatre, ancien interne des hôpitaux de Paris, psychologue, membre de l'école de psychanalyse des forums des champs lacaniens, France, et son ancien président. Analyste, membre d'école AME et de l'International des forums IF, membre du CIG, Collège international de la garantie et enseignant au Collège clinique de Paris. Patrick Barriot nous parle du traumatisme qui peut en cacher un autre, un titre prometteur. Devons-nous entendre par là le traumatisme sexuel de l'origine et celui de l'après-coup? N'est-ce pas le corps ou celui du grand autre dans la rencontre avec la jouissance qui fait traumatisme? Le sexuel est-il la seule cause du trauma? Qu'est-ce qui fait événement traumatique? Qu'en est-il du réel et du sujet? Patrick Barriot va répondre à nos interrogations. Merci pour cette introduction. Je commence par vous remercier le Forum du Champ lacanien libanais pour cette invitation si chaleureuse comme à son habitude et dont vous seul avez le secret. Et aussi surtout pour m'avoir donné l'occasion de penser la question des traumatismes. Alors je dis des traumatismes parce que les traumatismes, comme on a déjà pu l'entendre ce matin, sont pluriels. Nous avons le traumatisme ou les traumatismes d'origine, dont s'occupe beaucoup la psychanalyse, et les traumatismes, disons, traumatismes deuxièmes. Et ces traumatismes deuxièmes sont l'actualité sociale du Liban, qui est donc votre pays qui a connu qui sort que très récemment d'une longue période de guerre, dont certainement vous tous gardez la mémoire pour en avoir été affecté directement ou indirectement. Et puis aujourd'hui, une autre guerre est en cours à votre porte, produisant son flot de traumatisés. Alors ce titre d'un traumatisme, un traumatisme peut en cacher un autre, résonne comme un conseil de prudence, à l'instar de celui qui figure sur nos passages à niveau, où c'est un train qui peut en cacher un autre. Au train, l'émergence du concept de traumatisme et sa diffusion dans le champ social, juridique et médical doit beaucoup, puisque c'est en effet avec le boom ferroviaire de la révolution industrielle à la fin du XIXe siècle que les traumatismes engendrés par les accidents de train commencèrent à devenir un enjeu clinique pour la recherche médicale. Se posait alors la question de savoir si les troubles énigmatiques dont souffraient certains de ceux qui avaient survécu à ces catastrophes, sans avoir été eux-mêmes blessés, relevaient de la simulation ou bien d'une véritable pathologie causée par ces accidents. Sur cette question, une véritable querelle s'instaura entre les partisans d'une pathologie spécifique, qualifiée de névrose traumatique par un Allemand qui s'appelle Oppenheim, et les tenants de la thèse de cet éminent clinicien que fut Jean-Martin Charcot à la Salpêtrière. Charcot, lui, ne voyait dans ces symptômes qu'un cas particulier de l'hystérie. Il forgea même le terme de névrose hystérotraumatique, sous-catégorie de l'hystérie dans laquelle se rangeaient les traumatisés. Dans cette querelle, Charcot triompha.
puisque sa conception du traumatisme fut adoptée en Europe et dans le monde anglo-saxon. Mais comme cette pathologie affectait en grande majorité des hommes, Charcot dut réviser sa conception de l'époque, conception ovarienne de l'origine de l'hystérie, pour en faire une véritable pathologie d'origine psychique qui touchait autant les hommes que les femmes. On a bien oublié depuis cette forme de parité homme-femme sur l'hystérie, même si Lacan nous enseigne qu'en matière d'hystérie, non seulement l'homme n'est pas moins affecté que la femme, mais en plus, il lui est supérieur. Ensuite, l'extension des traumatismes se poursuivit avec cette boucherie que fut la Première Guerre mondiale, qui charria son lot de traumatisés et ancra cette pathologie dans la clinique psychiatrique. Plus proche de nous, sous la pression des vétérans de la guerre du Vietnam, naquit le PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, dont la symptomatologie est proche de celle de l'hystérotraumatisme de Charcot. À la différence de Charcot, pour qui le traumatisme révélait l'hystérie, Freud, un moment son élève, comme vous le savez, fit du traumatisme sexuel la cause de la névrose, spécialement pour l'hystérie. Nous connaissons bien sa théorie de la séduction par le père, considérée dans un premier temps comme un événement réel et à l'origine des symptômes du sujet hystérique, puisque c'était les hystériques qui venaient se confier à lui. Position rapidement abandonnée, j'ai abandonné ma neurotica, c'est-à-dire sa théorie des névroses, écrit-il à Wilhelm Fliess en 1897, donc abandonné au profit de sa théorie du fantasme et de l'après-coup du traumatisme. Nous sommes donc en présence de deux types de traumatisme. Il y a le traumatisme d'origine, défini par la psychanalyse comme étant de nature sexuelle et relevant de l'inconscient, et ce que j'appelais les traumatismes secondaires, deuxième, qui viennent s'additionner au trauma primaire. Ces traumatismes deuxièmes, secondaires, sont nombreux et leur diversité est en expansion. Les guerres, le terrorisme, les catastrophes naturelles ou d'origine humaine, les mauvaises rencontres sexuelles. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive, mais toutes ces occurrences du trauma sont des irruptions d'un réel dans le cours de nos existences. Le traumatisme d'origine, commençons par le premier, le traumatisme d'origine sexuelle, primaire. Quant à lui, réside dans une scène où le sujet a ressenti un émoi sexuel lié à la jouissance du corps propre, de son corps, ou de celle du corps de l'autre. Émoi qui n'est pas significantisé. Je ne sais pas si au niveau de la traduction c'est facile, mais c'est-à-dire que les mots manquent dans l'autre, avec un grand A, pour dire cette jouissance. Cette scène est la plupart du temps refoulée, et ce n'est qu'après coup que l'effet traumatique apparaît à l'occasion d'un événement déclenchant. Une jeune patiente, déjà adolescente, est venue me voir dans un état de panique, avec le sentiment d'avoir été abusée sexuellement dans son enfance. Cette angoisse lui était venue après que son cousin lui eut simplement passé la main dans les cheveux. L'analyse a pu remonter à une scène infantile lors de laquelle ce même cousin lui avait passé la main entre les cuisses, cause d'un émoi sexuel, mais sans que celui-ci ait provoqué de symptômes à l'époque. À l'époque, elle pouvait revoir ce cousin, ce qui lui est impossible actuellement. À l'énigme de l'émoi sexuel ressenti dans l'enfance, la main est devenue le signifiant qui s'est substitué au hors-sens de cette scène où se mêlent jouissance du corps propre et de l'autre. C'est une résolution par métaphore
la main venant signifier l'énigme, mais vidée de son sens sexuel. Ce n'est que dans l'après-coup que surgit le symptôme, cette panique, accompagnée du fantasme d'avoir été l'objet d'un viol, d'avoir été l'objet passif de la jouissance d'un homme. Ce que Freud appelle le premier mensonge de l'enfant, le proton-pseudos, terme pris à la logique aristotélicienne. Donc il utilise ce terme dans son esquisse d'une psychologie scientifique, est un déplacement signifiant. Le sujet glisse de l'émoi sexuel ressenti par la main posée entre ses cuisses à la main dans les cheveux, avec le fantasme qui vient suturer la béance du traumatisme. Cette opération de glissement, de déplacement, Freud l'a décrit à propos de la petite Emma, qui ne pouvait entrer seule dans une boutique, ce dont elle rendait responsable un souvenir datant de sa 13e année, date à laquelle 2 hommes s'étaient moqués de sa toilette et l'un avait eu sur elle un effet d'attraction sexuelle. Cette scène se passe dans une boutique, dans un magasin. Freud, par l'analyse, mit en lumière que ce souvenir de ses 13 ans en masquait un autre. À l'âge de 8 ans, dans une boutique toujours, un épicier lui avait porté la main sur les organes génitaux sans que cela ne l'empêche par la suite de retourner dans la boutique. Premier mensonge, proton-pseudos, par quoi le sujet glisse de l'émoi sexuel ressenti au lieu où cela se produit, la boutique, et effet d'après-coup du traumatisme qui n'apparaît qu'à 13 ans. La boutique devenant le signifiant qui à éviter, le lieu du signifiant à éviter. Récemment, une patiente, adulte, arrivée dans son analyse à ce point de déconstruction de son fantasme, c'était cette sensation d'être toujours abandonnée par l'autre, aperçut l'objet qu'elle se faisait pour cet autre, d'être la laissée pour compte, et à ce point de déconstruction de ce fantasme, me disait qu'elle avait maintenant le sentiment d'avoir menti toute sa vie sur son rapport à l'autre parental ainsi qu'aux hommes. Elle disait vrai. Ce mécanisme est aussi celui qui préside à la formation de la phobie. Nous connaissons tous l'histoire du petit Hans, dont l'érection de son pénis, fraîchement accueillie par sa mère, aboutit à la phobie du cheval. Une jeune fille, préadolescente, vint me voir pour une phobie du vomissement. Ce n'était pas tant l'angoisse qu'elle puisse vomir qui la terrifiait, mais de voir vomir un de ses camarades. L'analyse remonta à l'origine du trauma et montra que cette aversion pour le vomissement, mêlée de fascination, résultait du visionnage d'une vidéo pornographique avec éjaculation faciale. Le vomissement était venu, par déplacement métaphorique, le signifiant du symptôme. À la fin de son œuvre, Freud, dans Inhibition, symptômes et angoisse, élargit le moment traumatique à toute expérience de détresse. Hilflosigkeit, ce qu'il appelle la détresse, liée à l'angoisse de la rencontre d'un danger interne, les pulsions, donc la jouissance en termes lacaniens, ou danger externe, menace vitale. Menace vitale qui entraîne une augmentation progressive de l'excitation, face à laquelle le sujet est démuni, sans recours. Le sans recours dit l'absence d'un autre qui pourrait répondre. Lacan reprend la thèse freudienne du traumatisme, mais là où Freud réservait le trauma à la névrose, donc le traumatisme, cause de la névrose,
de la névrose hystérique, Lacan le généralise à tous. Nous sommes tous, par cette généralisation du trauma, à tout sujet, nous sommes tous détraumatisés. Et cette généralisation s'illustre sous la forme du parent traumatique. On a parlé du parent ce matin. La question de savoir est-ce que la névrose traumatique est toujours d'actualité s'est posée aussi, donc c'est peut-être une réponse. Puisque le sujet, dans sa détresse, est démuni parce que l'autre fait défaut à répondre. Et c'est pourquoi le névrosé est un traumatisé de l'autre et en premier lieu de l'autre parental. L'autre parental, au sens, c'est peut être le père, la mère, enfin toute personne présente. L'autre parental fait défaut à plusieurs niveaux. Défaut que Lacan désigne par la faille dans l'autre. Déjà, défaut de pouvoir répondre à l'émoi qu'engendre la rencontre avec la jouissance. Pas de réponse à la demande du sujet d'un savoir sur la jouissance. Ce qu'on retrouvera souvent chez la jeune fille dans le reproche fait à la mère de ne lui avoir rien dit sur la question du sexe. Et ce ne sont pas les cours d'éducation sexuelle qui répondront à la question sur la jouissance. Mais aussi défauts qui touchent au lien affectif dans la réponse à la demande d'amour. Le parent manquera toujours à répondre au sujet. Je crois que Marc Strauss a bien illustré ça ce matin avec l'anecdote de Lacan et de son enfant. Donc c'est un manque, ce défaut de réponse à la demande d'amour est un manque structural, car le langage de l'autre qui parle est troué. Lacan forgera le terme de traumatique pour souligner le caractère structural du manque de l'autre. Ainsi conçue, la constitution du traumatisme est rencontre manquée avec l'autre, celle de tout enfant. Cette rencontre manquée avec l'autre, d'être réitérée dans le transfert, ne cessera pas d'insister dans l'analyse. En effet, l'analyse reproduit non pas la névrose, mais le modèle de la névrose, l'analyste étant convoqué comme grand autre. L'analyste comme autre traumatique manque à répondre à la demande du sujet et se répète alors la rencontre manquée avec l'autre, répétition, disait Freud. Alors, que peut la psychanalyse? L'opération analytique par la distance possible entre le sujet et cet autre traumatique qui est l'analyste permet de le réduire à un autre marqué du manque, un autre troué qui ne peut répondre à tout. C'est le passage, donc cette opération que permet l'analyse, c'est le passage d'un autre traumatique à l'autre traumatique. Par l'analyse, le sujet réalise alors la part qu'il avait prise à son propre trauma et combien sa réponse n'était que construction d'un fantasme. Destitution subjective, dit Lacan, qui consiste, cette destitution par la vacillation de l'assurance du fantasme, à saisir son équivalence d'objet, comme dans l'exemple que je vous donnais précédemment, de cette femme qui était celle, la laissée pour compte de l'autre, celle dont personne ne voulait. Mais l'autre, pour le névrosé, n'est pas que traumatique. Il est aussi celui qui veut votre castration, celui qui vous empêche de jouir pleinement. Comme le transfert dans l'analyse et la mise en acte de la réalité sexuelle de l'inconscient, celle de la jouissance pulsionnelle, qui n'est toujours que partielle, l'analyse comme autre est aussi convoquée comme agent de la castration. Pour Freud, vous le savez, l'agent de la castration est le père. Pour Lacan, reprenant Freud mais dépassant l'Oedipe freudien, l'agent de la castration, c'est le langage. C'est par l'effet du langage
que nous sommes castrés, c'est-à-dire privés de cette jouissance totale. Donc le langage auquel le sujet est assujetti négative la jouissance et la morcelle, produisant ce qu'il appelle l'objet petit a, la perte de jouissance, cause du désir. Le manque à jouir est donc de structure, manque côté sujet. De cela aussi, le sujet doit prendre la mesure et faire de sa castration sujet. Venons-en maintenant aux traumatismes qui ne sont pas programmés, donc c'est-à-dire les traumatismes qui ne sont pas de structure, inscrits dans l'inconscient. Les traumatismes de structure inscrits dans l'inconscient. Donc, entre ces traumas qui se présentent comme des accidents de l'histoire du sujet, figure de la contingence, et ceux d'origine qui ne manquent jamais, il y a des analogies. La première est la dimension du hors-sens. On ne comprend pas que cela ait pu arriver, que cela ait été possible. Le caractère hors-sens du trauma est aussi tributaire de l'état du discours. Moins le discours est troué, c'est-à-dire plus l'autre est consistant, moins traumatisants seront les coups du sort. Un autre consistant, peut-être la figure de Dieu qui détermine votre destin. Donc, quand vous êtes frappé par le sort, finalement, c'était écrit. Ou bien des règles sociales organisées par le discours du maître qui vous prédispose à un destin particulier. Aujourd'hui, quand le discours est troué avec des semblants très affaiblis, le hors-sens du réel passe plus facilement avec son effet de blessure du sujet. L'autre analogie entre le traumatisme second et le traumatisme d'origine est celle de l'après-coup. C'est-à-dire que nul événement ne saurait être dit traumatique a priori, puisque seul le sujet est en mesure d'en fixer le caractère excessif. Et ces conséquences varient en fonction de ce que Freud appelle les forces du sujet. Nous ne sommes pas égaux face aux horreurs de nos civilisations. Pas égaux, déjà, et aussi la lecture que chacun fait de l'événement potentiellement traumatique porte la marque de son inconscient. Quelle réponse peut apporter la psychanalyse? Comment soigner ces traumatismes? Déjà, je pense que la psychanalyse ne doit pas prédiquer du caractère traumatique de l'événement dont les conséquences ne sont jamais standardisées. Alors, peut-elle traiter le hors-sens de l'événement traumatique par une injection de sens? C'est ce qu'essaye de faire le corps social par tous les dispositifs qui donnent lieu à réparation, compensation, qu'elles soient financières, juridiques ou symboliques. Mais l'expérience montre que si ça a quand même un effet positif, c'est totalement incomplet. Et même lorsque un autre est responsable de ces traumatismes, on essaye de comprendre comment cela a pu se produire du côté des victimes. Voyez les procès en assises pour meurtre ou viol, où les victimes ou leurs proches cherchent à obtenir un sens aux atrocités commises. Et comment cela se termine par une déception que la condamnation ne compensera pas. Cette quête du sens à donner au malheur vient aussi comme tentative de traiter sa culpabilité. J'ai été très frappé par le travail remarquable de quelqu'un qui s'appelle Jean Hatzfeld, qui a fait un travail sur le génocide au Rwanda. Il a fait un travail il a recueilli les témoignages des rescapés et des bourreaux. Et interrogeant les bourreaux, ces derniers n'exprimaient aucune responsabilité coupable. Simplement le sentiment d'avoir bien accompli le travail prescrit. En revanche, on percevait bien le sentiment de culpabilité du côté des rescapés Tutsis,
avec leur lot de symptômes post-traumatiques, angoisse, cauchemar, silence. Les raisons de cette culpabilité sont plurielles, mais je pense qu'elles renvoient au sentiment coupable des limites subies. Impuissance à prévenir l'événement. Impuissance à sauver ce qu'on aurait voulu sauver, et souvent confronté à cette lancinante question du pourquoi lui et pas moi. Pourquoi suis-je vivant? Culpabilité d'exister alors que tant sont morts, culpabilité bien présente chez les rescapés des camps de la mort. Cette culpabilité nous renvoie à une autre primaire, celle d'être né et celle de la jouissance castrée. La faute d'être né. Pourquoi suis-je là? Question adressée à l'autre, parentale, à laquelle s'ajoute celle d'être affecté d'une jouissance coupée. L'autre ne pouvant répondre, et là je cite Lacan, « Il ne me reste qu'à prendre la faute sur je », c'est-à-dire à croire à ce à quoi l'expérience nous conduit tous, Freud en tête, au péché originel, écrit Lacan dans Subversion du sujet. La chute dans le sens et retour au péché, dira-t-il plus tard dans Télévision, donc à la culpabilité. En effet, tout le sens que l'on pourra donner ne sera que mensonge, car le réel de l'événement traumatique, qu'il soit catastrophe naturelle ou réel de la jouissance de l'autre, attentat, guerre, restera du hors-sens. Donc, injecter du sens, au mieux ne résout rien des symptômes et au pire les renforce en les alimentant, en recouvrant le traumatisme d'origine, en le recouvrant ce traumatisme par le sens donné au traumatisme secondaire et empêchant le sujet de s'y retrouver dans l'inconscient. Alors, l'opération analytique, pour conclure, peut traiter le trauma, elle peut le traiter par le symbolique en faisant émerger le hors-sens du traumatisme par ce que j'appelle l'interprétation coupure. Coupure d'avec le sens, de ce sens que le sujet appelle pour soigner ses blessures. La jouissance du corps propre ou venant de l'autre ne trouve pas toujours chez l'enfant de répondant dans le discours de l'autre parental, avez-vous dit. Les mots manquent à le dire. Le trauma est traumatisme. Vous continuez en disant que du traumatisme, le sexuel n'est pas la seule cause. C'est la rencontre avec le réel qui est traumatique. Mais l'événement n'est traumatique que par le sujet. Il dépendra du discours qui l'habite. Se pose alors la question pour le psychanalyste de comment répondre à ce qui a fait événement traumatique pour le sujet. J'aurais souhaité alors aller encore plus loin dans ce que je vais appeler le sujet-effet dont Léla le matin nous a parlé et maintenant vous-même. Ça console de savoir qu'il y a un soulagement, que l'événement ne nous tombe pas dessus. On a à faire. Et peut-être on verra ça dans les débats à venir.